Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Tournée du président de la République à travers les communes du Bénin, Patrice Talon a été reçu dans une liesse populaire à Banté, occasion pour le maire de cette localité d'exprimer au chef de l'État les préoccupations des populations de Banté. Les détails dans un instant. L'organisation non gouvernementale ADECO installe ses démembrements dans les 11e, 12e et 13e arrondissements de Cotonou. À travers cette action, Brice Ondi, président de la fêtière, entend mieux sensibiliser les artisans de ces trois zones en vue d'un développement certain du secteur. Dans ce journal, nous parlerons également du lancement officiel de la deuxième édition de la campagne de commercialisation du soja. C'est une activité coprésidée par la ministre de l'Industrie et du Commerce et son collègue en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Cette fois-ci, c'est la commune de Djougou qui était à l'honneur pour abriter l'événement. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Je l'annonçais tantôt, la tournée du chef de l'État se poursuit dans plusieurs localités du Bénin. Il était dans la commune de Banté, un bastion du parti FCBE. Patrice Talon a été reçu avec ferveur par l'ensemble du conseil communal, occasion pour le maire de Banté d'expliquer au président de la République les grandes difficultés qui minent le développement de la ville. La question du retour au bercail de l'ancien ministre de l'économie et des finances, Kobé Koutié, a été également évoquée. Patrice Talon en a profité pour éclairer la lanterne des populations sur le sujet suivant. Qu'il me soit permis de dire devant vous, au nom des populations qui m'ont mandaté à cette fin, que Banté n'est pas contre la personne du chef de l'État que vous êtes, ni contre l'institution que vous incarnez, monsieur le chef de l'État. Seulement, elles aimeraient qu'en votre qualité de père de la nation, vous puissiez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour favoriser le retour au pays de tous les fils et de toutes les filles actuellement éloignés en général et de leurs fils, comme Koutié en particulier. La justice a demandé de rendre compte de certaines choses qu'on a vues quand il gérait la microfinance, qui est un instrument si important pour le Bénin, pour les jeunes, pour les femmes notamment. Le Fonds national de microfinance. Pourquoi voulez-vous que des douaniers aient été radiés, soient en prison, que des directeurs de société soient devant la justice, que des maires, l'ancien maire de Cotonou, grande ville, soient appelés devant la justice parce qu'on a vu des choses, que parce que quelqu'un est mon ami ou parce qu'il est notre frère, qu'on lui demande de répondre et qu'il refuse de répondre, qu'il part à l'étranger. Mais que la requête soit, Monsieur le Président, il faut faire revenir Kobé Koutié au pays. Mais on a prié mon choix qu'il revienne pour répondre de ce qu'il a fait. Si c'est à tort, il sera blanchi. Ce que nous n'avons pas le droit de faire, c'est refuser à ceux à qui on reproche quelque chose, qu'au moins qu'ils répondent de ce qu'on leur reproche. Le pardon vient après. Mais on ne peut pas dire que personne ne doit répondre de ce qu'il a fait. Que quand la police convoque quelqu'un, que la personne n'y aille pas, parce qu'il est un ami. Que quand la justice convoque quelqu'un, qu'il n'y aille pas, parce qu'il est un fils. C'est pas bon. Il ne faut pas demander ça. Si nous avons quelque chose à demander, c'est dire à ceux qui sont en exil de rentrer. Le pouvoir que moi j'ai, en tant que président, ce n'est pas d'interdire que quelqu'un aille devant la justice. Il n'est pas ce pouvoir-là. Ce n'est pas d'empêcher quelqu'un d'aller devant la justice. Ce n'est pas d'orienter la décision de justice. Mais une fois que tout ça est fait, moi, le rôle que la Constitution m'a donné, le pouvoir que notre Constitution m'a donné, c'est de gracier quand je peux gracier. Ces choses-là ne doivent pas nous empêcher de nous réconcilier les uns avec les autres, de pardonner,
de gracier pour ce qui est du rôle de celui qui peut gracier. Mais c'est à condition que ce qui n'est pas bien, que nous ayons le courage de le dénoncer. Cette étape de la tournée a permis au président de la République d'adresser un message particulier à tous les fils et filles de Bantais. Le développement de la commune est bel et bien une priorité pour son gouvernement, a-t-il souligné. Nous allons suivre un extrait du président Patrice Talon. Je voudrais, à travers vous, adresser à toute la population de Bantais, à mes aînés, à mes frères et sœurs, à nos petits frères et petites sœurs, à nos enfants, leur dire que si Bantais a eu l'impression qu'il n'est pas dans la République, qu'il n'existe pas ou qu'il est oublié, délaissé, ce temps est désormais derrière nous et que le Bénin entier depuis quelque temps entend ce cri. Qu'il n'y a pas de gouvernant, qu'il n'y a pas de dirigeant, qu'il soit ministre ou député, qui a entendu depuis quelque temps qu'il y a des communes qui paraissent oubliées, qu'il y a des communes qui paraissent délaissées, que le cri de cœur de Bantais a été entendu partout et que plus jamais rien ne sera comme avant. Le peuple burkinabé est appelé aux urnes ce dimanche 22 novembre 2020 pour élire son nouveau président de la République et aussi choisir ses nouveaux députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale. Un double scrutin qui se tiendra dans un climat d'attaque terroriste dans certaines régions du pays. Conformément à la feuille de route de la commission de la CEDEAO, le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité s'est rendu ce samedi au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. L'objectif est de s'enquérir des dispositions sécuritaires mise en place et à la fin d'une séance de travail avec les hauts gradés de l'armée, l'émissaire de la CEDEAO a été rassuré. Le point de la séance avec nos envoyés spéciaux Idriss Boukari et Elvis Tonokoin. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, au cœur du dispositif de sécurisation du double scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre 2020 au Burkina Faso, le pays des hommes intègres qui fait l'objet d'attaques de groupes terroristes depuis quelques années. Si la situation politique est relativement stable, le contexte sécuritaire dans lequel vont se tenir ces élections majeures est sans doute difficile. Samedi, à la veille de ces élections, le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO vient aux nouvelles. Le général Francis Bianzin est venu prendre le pouls des préparatifs de ces élections côté sécurité et savoir comment les hommes en armes s'y prennent pour relever le défi d'organisation d'élections sécurisées et sans violence. L'armée burkinabé a donc une grande responsabilité à cet effet. Le peuple burkinabé qui a accepté de faire comprendre à toute l'Afrique sa maturité politique. Parce que les ambassadeurs occidentaux et africains nous ont dit que c'est des élections paisibles et civilisées. Parce qu'il y a un consensus politique qui permet à tous les acteurs politiques de se réunir et d'accepter de vivre l'événement comme des périodes festives de démocratie. Je pense que l'essentiel de ce que je peux vous dire se résume en un seul mot. N'ayez pas peur. Que la population n'ait pas peur. Les acteurs politiques n'aient pas peur. Les forces de défense et de sécurité vont jouer leur rôle régalien, à savoir protéger tout le territoire national et la population. Le dispositif qui est mis en place. Autour du ministre d'État chargé de la Défense nationale et des anciens combattants, tous les services de sécurité sont réunis pour ensemble gagner le pari. Le chef d'état-major des forces armées burkinabé, les directeurs généraux de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des eaux et forêts, de l'administration pénitentiaire, le commandant du groupement national des sapeurs-pompiers et les officiers supérieurs de l'armée sont tous mobilisés pour la même cause. L'enjeu est capital et les compétences sont disponibles afin de sécuriser aussi bien les électeurs, les candidats, que l'ensemble du peuple burkinabé. En tout cas, nous sommes contents que vous soyez là, avec nous, pour vous enquérir du travail qui est fait. En tout cas, je puis vous assurer qu'au niveau des forces de défense et de sécurité, des forces paramilitaires,
cette commission, en tout cas, a mis tout en œuvre pour que tout se passe bien avant, pendant et après. Donc, maintenant, nous prions le bon Dieu que cela soit. Vraiment, nous demandons à tout le monde d'être serein et de ne pas avoir peur. Ça fait des mois que nous sommes en train de planifier. Nous sommes maintenant en train d'exécuter ce qu'on a planifié. Et vous voyez que grâce au Tout-Puissant, la première phase, comme disait le commissaire, s'est bien déroulée. En tout cas, durant toute la campagne, nous n'avons pas eu d'incident sur le processus électoral. C'est vrai que nous avons eu des hommes qui sont tombés, paix à leur âme, mais c'était dans le cadre de leur mission régalienne. Ça ne rentrait pas dans le cadre des élections. Et Dieu a fait, aujourd'hui ça s'est bien passé. Nous sommes sûrs que demain ça se passera bien encore. L'armée restera républicaine et jouera convenablement son rôle régalien avant, pendant et après les élections présidentielles et législatives de ce dimanche 22 novembre 2020. Nous allons à présent parler santé avec la lutte contre la Covid-19. Le Comité national des syndicats affiliés du Bénin à l'UITA a lancé ce vendredi sa 3e sensibilisation. Objectif, protéger le monde des travailleurs contre cette pandémie. La sensibilisation a été l'occasion pour le comité de faire don de matériel de lutte contre la Covid-19 aux travailleurs de différents secteurs. Reportage. Pour une 3e fois, le Comité national des syndicats du Bénin affilié à l'UTA travaille à faire reculer la pandémie du moment, le coronavirus. Et pour atteindre son but, la coordination nationale organise ici à Cotonou cette 3e édition de séance de sensibilisation sur la pandémie de Covid-19 au profit des organisations syndicales affiliées à l'UTA. À cet effet, les membres des différentes organisations syndicales sont entretenus sur l'importance du respect des gestes barrières, mais aussi les symptômes de la maladie. En raison donc du caractère de la pandémie, nous avons reçu pour consigne de sensibiliser les travailleurs pour que dans les secteurs couverts par l'UTA au Bénin, il y ait 0 travailleurs infectés ou contaminés, 0 infection. Et pour éviter que l'on rentre dans la 2e vague, parce que les travailleurs ont baissé la garde, nous avons initié cette 3e sensibilisation. À cette occasion, le CONACYB UTA Bénin a réalisé des affiches de sensibilisation qu'il distribue aux travailleurs. Avec pour objectif 0 contamination dans le rang des travailleurs au Covid, le réseau a mis des dispositifs de lavage de mains, des gels hydroalcooliques et les masques aux représentants des différents syndicats. Là, nous sommes en train de réitérer ce que nous avions déjà fait à la 2e sensibilisation. Mais cette fois-ci, la quantité est plus importante. Et nous mettons ces kits à leur disposition pour leur permettre de prendre le relais de la sensibilisation sur les lieux de travail. Les dispositifs de lavage de mains, le gel hydroalcoolique, savon liquide, masque et les supports que constituent les affiches que nous avons élaborées nous-mêmes. Le Comité national des syndicats du Bénin affilié à l'UTA entend poursuivre cette action et surtout l'étendre dans tout le Bénin. Ceci pour éviter une nouvelle propagation du virus au pays en ce moment où l'on parle d'une 2e vague dans les pays les plus touchés au monde. Développement du secteur de l'artisanat à la base, c'est le leitmotiv de l'organisation non gouvernementale ADECO qui a installé cette semaine le bureau de ses démembrements dans les 11e, 12e et 13e arrondissements de Cotonou. Brice Ondi, président de la fêtière, les envoie ainsi en mission pour mieux sensibiliser les artisans de ces 3 zones en vue d'un développement certain du secteur. Suivant. Ils disposent désormais chacun d'un bureau devant travailler pour leur épanouissement. Les creusets d'artisans des 11e, 12e et 13e arrondissements de la ville de Cotonou sont, à la suite de ces cérémonies d'installation, dirigés par des organes de 29 membres issus de leur rang. Une idée conçue et mise en œuvre par le groupe ADECO, une ONG qui travaille à promouvoir l'artisanat et ses acteurs. Nous avons décidé depuis un an
décentraliser la plateforme de communication du réseau des artisans. Nous avons décidé d'aller au niveau d'arrondissement pour permettre à ce que lorsque nous avons des opportunités, ça puisse descendre jusqu'à la base. Ce bureau qu'on vient installer, eux, ils vont maintenant à leur tour installer le bureau des quartiers. Puisque quand on parle de la décentralisation, c'est le développement à la base. Qu'est-ce que c'est à la base si ce n'est pas les artisans? Ces bureaux ainsi installés sont les coordinations de base de l'ONG Club Excellence ADECO et les membres investis de missions spécifiques. Ils auront à élaborer et à accomplir des tâches en étroite collaboration avec les artisans, premiers bénéficiaires du projet, et définir les orientations stratégiques à mettre en œuvre pour l'essor du secteur artisanat. Il doit œuvrer, ce bureau installé doit œuvrer à sensibiliser tous les artisans sur l'importance, le rôle de l'artisanat pour le développement personnel et celui de la nation. Ils doivent œuvrer également à promouvoir l'artisan lui-même et ses œuvres. Au président de l'ONG Club Excellence ADECO de rappeler aux artisans l'importance de taire les divergences pour une redynamisation du secteur. Les objectifs fixés, la démarche à suivre est dévoilée. Depuis quelques mois, je suis sur le terrain pour mieux faire comprendre aux artisans qu'il faut eux-mêmes s'aimer, aimer leur prochain, se mettre ensemble, et c'est dans l'union que nous pouvons développer ces opportunités. L'ONG Club Excellence ADECO va pourvoir les 13 arrondissements de Cotonou d'un bureau pour un secteur de l'artisanat plus fort et plus compétitif. Rappelons que tous les arrondissements des départements de l'Atakora, du Zou et de l'Ouémé ont déjà leur bureau installé. On doit gagner. Et dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance en protection civile, l'Agence nationale de protection civile, en liaison avec l'école de maintien de la paix à Lune-Béi, a organisé une formation au profit des acteurs de la chaîne de protection civile au Bénin. Les travaux ont duré 2 semaines et ont pris fin ce vendredi à Cotonou. Voici la synthèse de la cérémonie de clôture avec Wahab Ali Para. L'Agence nationale de protection civile fait de la prévention des catastrophes son cheval de bataille. Les responsables de la NPC sont partis de l'idéal selon lequel il est préférable de prévenir que de guérir. Une formation sur 2 semaines des acteurs a donc été envisagée et s'achève aujourd'hui sur une note de satisfaction. Cette formation de qualité nous a davantage outillés pour apporter des solutions concrètes et durables aux problèmes de catastrophes en Afrique et au Bénin dans la perspective d'un avenir meilleur. À travers ce stage et au-delà de nos carrières, ce sont les valeurs que l'école de maintien de la paix s'attache aussi à promouvoir et qui nous rappellent que seul le respect des principes humanitaires préservera le sens de notre engagement. Je constate qu'au-delà du renforcement des capacités, cet atelier a également servi de cadre pour le retour d'expérience, notamment par rapport à la gestion des inondations de 2020. Je m'en réjouis et je reste persuadé que les connaissances et expériences acquises au cours de ces 2 semaines de formation vous permettront de contribuer plus efficacement à la gestion de la pandémie du Covid-19 et de vous préparer au mieux pour faire face aux crises, aux catastrophes à venir. L'idée de la formation a germé entre l'ANPC et l'école de maintien de la paix à Lune-Béi. Les stagiaires et autres participants ont donc été préparés durant cette phase de renforcement de capacité à faire face avec efficacité aux catastrophes. Nos sincères remerciements pour l'intérêt que vous avez porté au cours de ces 2 semaines et la qualité de vos interventions qui étaient à la hauteur de nos attentes. Vous avez fait preuve d'un savoir-faire remarquable et d'une motivation sans précédent. Nous en sommes honorés, tout en vous souhaitant bon retour dans vos foyers respectifs. L'école de maintien de la paix, par ma voix, vous invite à être des vecteurs de diffusion des nouvelles connaissances que vous avez apprises. Et je vous félicite que vous êtes actifs dans ce domaine fort important
Comme je l'ai dit, nous ne sommes tous pas épargnés, aussi pas le Bénin. Et votre travail est fort important. Et je me réjouis particulièrement que c'est ce que Madame la directrice de la formation a dit, vous avez suivi avec beaucoup d'enthousiasme et de dévouement le cours. Mes félicitations de mon côté pour avoir bien, disons, supporté tout le cours. Et je vois ici que l'ambiance est très animée et de bonne humeur. Ça veut dire que vous n'avez évidemment pas trop souffert. Les participants ont recommandé une organisation périodique de cette session de simulation sur la GRC, la gestion des risques de catastrophe, pour un suivi, évaluation et pour la pérennité des acquis de la dite formation. La police républicaine a reçu ce vendredi un important lot de matériel d'une valeur de 18 millions de francs CFA. C'est un don de la GIZ pour soutenir le gouvernement béninois dans le renforcement de la sécurité nationale. Le point de la cérémonie de remise dans ce reportage de Ingrid Day, présenté ici par Herman Parfait à Niambosso. La République d'Allemagne, à travers la GIZ, appuie le Bénin dans son programme de renforcement de la sécurité nationale. En témoigne la remise de cet important lot de matériel roulant, informatique et bureautique au profit de la police républicaine et du Centre de documentation et de sécurité publique. Aujourd'hui, je suis heureuse de présenter au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique le matériel et équipements ici présents. Nous souhaitons vivement que ces équipements contribuent à renforcement et à garantir la sécurité de tous les Béninoises et que la protection de libertés individuelles et des droits des hommes reste au cœur du travail de la police. Les différentes mutations intervenues dans les modes d'action des groupes criminels à travers le monde ces dernières années appellent de la part des autorités en charge de la sécurité et des partenaires des mesures appropriées dans le but de lutter efficacement contre les phénomènes tels que le grand banditisme, le terrorisme, le trafic de tout genre, pour ne citer que cela. C'est pourquoi ce don de matériel vient à point nommé et permettra d'améliorer substantiellement les conditions de travail des bénéficiaires. D'un coût global de 180 millions de francs CFA, ce don est composé de 17 motos, 3 véhicules à 4 roues, des matériels informatiques composés de 163 ordinateurs, de bureaux avec onduleur plus scanner, 150 disques durs, 8 imprimantes. Également remis aux autorités policières, des matériels spécifiques liés aux enquêtes criminalistiques, aux investigations, au fichage et des outils de travail composés de mobilier. Nous sommes tous menacés par les grands dangers que constituent le terrorisme, la cybercriminalité. Ce sont tous des menaces qui sont transfrontalières et qui ne peuvent être abordées que de manière commune. C'est pour ça que pour nous, c'est absolument évident de soutenir nos partenaires aussi dans le domaine de sécurité. En ma qualité de représentant du ministre chargé de la sécurité, je puis vous garantir qu'une gestion rigoureuse sera faite de ces matériels au grand bonheur de nos populations. Je saisis cette opportunité pour vous réitérer ma gratitude pour vos multiples appuis qui contribuent au renforcement de capacités des structures de la sécurité intérieure. Ce soutien à la police républicaine du Bénin et au Centre de documentation et de sécurité publique intervient dans le cadre de la mise en œuvre du programme pour la création et le renforcement des unités de police de plusieurs pays d'Afrique. Le dit programme est financé par le ministère fédéral des Affaires étrangères d'Allemagne et exécuté par la GIZ. Je l'annonçais en titre, la ministre de l'Industrie et du Commerce et son collègue en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche ont ensemble donné le coup d'envoi de la deuxième édition de la campagne de commercialisation du soja. Le lancement officiel de cette campagne s'est déroulé ce jeudi à Djougou. Les détails avec Abdoussahabi Idrissou. Le soja est l'une des filières en pleine expansion qui occupe une place prépondérante dans les activités culturelles, industrielles et commerciales au Bénin. Pour le mettre officiellement dans le circuit commercial, 2 ministres du gouvernement étaient ce jeudi 19 novembre à Djougou.
Ensemble, ils ont donné le top de la campagne de sa commercialisation 2020-2021. Cette campagne de commercialisation que mon cher collègue de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et moi-même lançons officiellement ce jour, jeudi 19 novembre 2020, nous permet aussi de faire avec vous les acteurs un bilan et d'envisager des perspectives pour de meilleures performances et une contribution plus appréciée à l'économie de notre pays. En plus de sa contribution à la résolution des problèmes d'alimentation et de nutrition des populations, le soja permet d'améliorer les revenus des producteurs, surtout ceux des femmes, qui s'adonnent à sa transformation. Le Bénin, pour la campagne de commercialisation 2019-2020, avait projeté une production de 257 000 tonnes de soja. À l'arrivée, 266 000 tonnes ont été exportées vers les pays de l'Asie, de l'Europe et de l'Amérique. Au titre de la campagne de commercialisation 2020-2021 du soja, les conditions de déroulement se présentent comme suit. Prix plancher d'achat aux producteurs, 175 francs CFA. Date d'ouverture de la campagne, 19 novembre 2020. Date de fermeture de la campagne, 30 juin 2021. Dans sa politique de promouvoir les différents maillons du soja, le gouvernement l'a doté d'un programme national de développement. Le soja est devenu depuis quelques années l'une des filières qui connaît une très bonne ascension en matière de production. De 110 000 tonnes en 2016, cette filière est passée à 165 000 tonnes au cours de la campagne 18-19 pour caractérer aujourd'hui à 257 000 tonnes en cette campagne 19-20. Bien que les chiffres en matière de production ont largement dépassé les prévisions, la filière soja est confrontée à d'énormes difficultés. Malgré cet espoir, la filière reste confrontée à de nombreuses difficultés dont les plus récurrentes sont l'inexistence de textes spécifiques pour l'encadrement de la filière, le manque de formation à l'endroit des acteurs producteurs sur les bonnes pratiques agricoles, les récoltes précoces qui déprécient la qualité du soja et désorganisent le marché du Bénin. Pour lever ces différentes contraintes, des solutions sont envisagées, entre autres, l'amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité des semences de qualité et la promotion des bonnes pratiques destinées à préserver le label du soja béninois. Et de celui de la filière soja en particulier. Agriculture toujours, le concours national de l'innovation pour la valorisation des produits et résidus de l'ananas du Bénin est officiellement lancé ce vendredi. C'est une initiative du gouvernement soutenue et financée par l'Agence belge de développement à travers son programme de développement de l'entrepreneuriat dans la filière ananas. Sur les 45 ayant déposé leur dossier, 10 sont présélectionnés et les meilleurs seront retenus à l'issue de cette phase. Clément Tchadé pour les détails. Après la phase de présélection, les 10 premiers retenus devront participer à la phase finale du concours national de l'innovation dans la valorisation des produits et déchets de l'ananas sont ici face au jury ce vendredi. Occasion pour ces derniers de défendre et convaincre les membres du jury de la pertinence de leurs projets innovants. Et pour ce faire, chaque candidat a exposé le contenu et les stratégies de sa mise en œuvre. Un concours qui entre en ligne de compte du programme de développement de l'entrepreneuriat dans la filière. La première intervention DEFIA vise le renforcement de manière inclusive et durable les chaînes de valeur ajoutée ciblées, leur positionnement sur le marché et la professionnalisation des agri-entrepreneurs y impliqués. La deuxième intervention de DEFIA œuvre pour la création d'un environnement favorable au développement des chaînes de valeur ajoutée ciblées et à l'innovation. C'est pour cela que DEFIA a lancé ce concours intitulé Concours national de l'innovation dans la valorisation des sous-produits et résidus de l'ananas Innovalorana. Et par le concours, ce programme de l'Agence belge pour le développement ambitionne contribuer à l'augmentation des revenus des acteurs, mais aussi la création d'un environnement favorable au développement de la filière ananas. Une ambition qui cadre avec le programme d'action du gouvernement, dont le soutien du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui accompagne ce concours. L'idée est déjà géniale. Pensez à ne pas tirer seulement le fruit de l'ananas,
mais cherchez à valoriser ces résidus. Vous rendez au moins 2 services. Moi, sur le plan environnemental, vous nous permettez au moins de ne pas nous souiller, d'avoir une bonne respiration, de jouir d'un bon environnement. Et sur le plan économique, ce qui est appelé à être jeté, vous lui donnez de la valeur. Je vous tire chapeau et je vous dis merci. Et des initiatives du genre, nous sommes prêts à vous accompagner là-dessus. Le ministère de l'Agriculture se voit donc appuyé dans la mise en œuvre du plan national de développement de la filière ananas. À l'issue de ce concours dénommé Innovalorana, le Bénin aura une base de données d'idées nouvelles pour la valorisation des résidus issus de la transformation de l'ananas. Les lauréats, quant à eux, bénéficieront du financement de l'agence belge grâce au programme DEFIA. La question de la gestion des eaux et l'assainissement était au cœur des échanges d'un nouveau numéro de Café Media Watch qui initie le cadre de concertation des acteurs non étatiques du secteur eau et assainissement CANEA. La rencontre a eu lieu ce jeudi à la direction départementale de la santé à Cotonou en présence des professionnels des médias. Reportage. C'est un rendez-vous périodique qui mobilise les professionnels des médias avec en face les cadres des ministères ou des représentants des institutions de la République. Une occasion d'explication et de débat pour mieux comprendre le bien fondé des actions engagées par les gouvernants. Pour ce numéro de Café Media Watch, la gestion 2019 du secteur eau et assainissement est passée au peigne fin. L'ensemble des structures mettant en œuvre les différents programmes du secteur ont présenté leur bilan. Et les échanges ont été organisés autour des questions importantes et des recommandations ont été faites. Ce café média nous permettra de revenir sur ces bilans, de partager avec vous les journalistes les résultats qui ont été obtenus et présentés à cette revue, afin que, à votre tour, vous puissiez partager largement ces informations avec le grand public. Cette rencontre d'échange et d'explication est initiée par le cadre de concertation des acteurs non étatiques du secteur eau et assainissement. Elle vise à mieux permettre aux hommes des médias d'avoir plus d'informations sur la gestion faite des eaux et de l'assainissement en milieu rural et urbain. Et ce sont des cadres de la Direction générale des eaux, de la SONEB, de l'Agence nationale des soins de santé primaire qui ont apporté des éléments d'appréciation à l'auditoire. Il n'est pas loisible à tous les acteurs de participer à ces échanges. Et donc le CANEA se donne la mission de restituer les résultats de cette revue afin que le grand public soit informé des avancées au niveau du secteur, mais aussi des points de vigilance qui doivent attirer notre attention afin d'améliorer la gouvernance du secteur. Je voudrais alors compter sur vous pour que ce travail de relais de l'information soit fait pour mettre à la disposition de l'ensemble des citoyens de notre pays les informations importantes relatives à l'avancée dans le secteur. Les professionnels des médias invités repartent outillés. Ils ont désormais la bonne information afin d'en faire un relais sur toutes les plateformes médiatiques. Un autre rendez-vous est pris pour un nouveau numéro de Café Media Watch. Parlons à présent du programme d'activité annuel du Comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance. L'atelier de Boïcon a regroupé plusieurs acteurs et membres de structures chargées de l'assainissement du secteur de la microfinance. Les assises vont permettre de faire le bilan des actions menées au cours de l'année qui s'achève en matière de lutte contre les systèmes financiers décentralisés qui opèrent en marge de la réglementation. Participants et organisateurs vont aussi définir des perspectives. Imet Elena Mousso pour plus de précisions.
Fini avec les structures illégales de microfinance opérant sur le territoire béninois. La guerre enclenchée depuis quelques années par les autorités compétentes a permis d'évincer plusieurs centaines d'entre elles. À cet atelier de Boycon, les membres de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, ceux du Comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance, cadres du ministère des Finances, sont venus partager avec les responsables des systèmes financiers décentralisés les résultats des actions menées ces 12 derniers mois. Le recensement que nous avons opéré l'année dernière, donc en 2019, nous a permis de dénombrer environ 38 structures qui opèrent dans l'illégalité contre 495 en 2011. Cela dénote des actions que nous avions engagées depuis ces dernières années et qui se sont accentuées depuis 2016. Ces chiffres traduisent un taux de près de 90% de recul de l'informel et nous ne comptons pas nous en arrêter là. À côté des institutions dites SFD, on note également des activités parallèles d'autres entités non autorisées. Ils sont en nombre, disons, infime, mais malheureusement, ils sèment la confusion. La rencontre fait partie d'un ensemble d'activités inscrites à l'agenda de la quinzaine de l'assainissement. Elle va entre autres permettre de définir de nouvelles stratégies pour poursuivre la lutte. Les structures illégales constituent une menace pour celles légales et créent dans l'environnement financier beaucoup de désagréments. Face à cette situation, les populations sont appelées à redoubler de vigilance. Les structures qui exercent en marge de la réglementation, ce sont des concurrents déloyaux au système financier décentralisé qui ont l'agrément. Et donc, nous voulons beaucoup plus inviter les dirigeants des systèmes financiers décentralisés autorisés à ce qu'ils jouent leur partition pour dénoncer les installations d'institutions illégales. Nous avons identifié cette période, notamment la période de la fin de l'année, parce que c'est la période où les faussaires sont très intéressés donc, par la collecte de l'épargne des populations. Avec le développement aujourd'hui du numérique, des TIC, une nouvelle manière pour des faussaires de collecter l'épargne des populations à travers les opérations de e-commerce et des opérations de marketing réseau. Ils essaient de les appâter avec des taux allant jusqu'à 50-100%. De taux d'intérêt par rapport donc à des placements de sous. Après Cotonou et Boycon cette première semaine, la campagne de la quinzaine de l'assainissement va conduire les responsables de l'agence dans d'autres départements du pays. La tournée vise à informer les populations, les amener à identifier et interrompre l'exercice des structures qui opèrent en marge de la réglementation. 200 dispositifs de lavage des mains, 1500 litres de savon liquide, 23 250 masques en tissu de protection et bien d'autres l'ont été offerts ce vendredi à la préfecture du Koufo. Ceci à l'occasion de la mise en œuvre du partenariat qui lie cette préfecture à l'ONG The Koufo Collaborative. La cérémonie de remise de ce geste d'une valeur de près de 16 500 000 francs CFA s'est déroulée en présence du préfet du département à Aplaroui. C'est un reportage signé Geoffroy Messan. Les dispositifs de lavage des mains et autres instruments de protection contre la COVID-19 sont le fruit du partenariat entre la préfecture de Koufo et l'ONG The Koufo Collaborative. Ils sont destinés aux administrations déconcentrées et décentralisées ainsi qu'aux écoles. Il s'agit là de la troisième phase d'un processus de don en nature enclenché il y a quelques mois. Le 27 mars 2020, pour la phase numéro 1, nous avons fait un don en nature composé de 668 dispositifs de lavage des mains avec des seaux en plastique, 2000 litres de savon liquide, 500 masques en tissu de protection contre le Covid-19 pour une valeur de 12 millions de nos francs le 12 mai 2020. Pour la phase numéro 2, nous avons fait également un don en nature, le tout évalué à 15 millions de nos francs. Pour cette troisième phase, l'ONG met à la disposition de la préfecture de Koufo un don en nature composé notamment de 200 dispositifs de lavage des mains, 1500 litres de savon liquide, 23 250 masques en tissu de protection, des solutions hydroalcooliques et des gels hydroalcooliques.
Le tout évalué à près de 16 500 000 francs CFA. Sur le plan éducatif, nous avons distribué des fournitures scolaires aux écolières et écoliers des complexes scolaires de Debo Tota et de Diakotome Centre. Cette distribution de fournitures scolaires est évaluée à 18 875 050 de nos francs. Mesdames et messieurs, pour l'année 2020, l'ONG Koufo Collaborative a accompagné le département du Koufo en plusieurs dons d'un montant total de 102 358 347 de nos francs. L'ONG met ainsi en exécution son programme de lutte contre la Covid-19 dans le département du Koufo. La somme des 3 phases de dons en nature est estimée à 43 433 000 francs CFA environ. L'essentiel de ces masques ira vers les écoles, vers les administrations surtout. Et les écoles surtout parce que ces enfants que vous voyez qui doivent nous remplacer demain merveilleusement ont besoin d'être protégés, ont besoin d'être en bonne santé. Voilà pourquoi, encore une fois, au nom du département que je dirige, au nom du personnel de la préfecture, au nom de tous les maires du Koufo, de tous les maires du Koufo, je voudrais dire un grand merci à notre partenaire privilégié, le Koufo Collaborative. L'ONG Koufo Collaborative est implantée à Santa Fe aux États-Unis. Elle est présidée par James Leslie Kennel. Elle est une ONG qui intervient pour l'amélioration du bien-être de la famille et de la communauté. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.